Quelqu'un poussa un cri dans son sommeil. Mais dans un camp romain, le silence valait plus que l'or. Un seul pas, une seule respiration malencontreuse, et la vie pouvait s'achever. Non pas par l'épée de l'ennemi, mais par la sentence des siens. Dans la nuit, au milieu des rangées ordonnées de tentes, un légionnaire réalisa soudain, il s'était endormi à son poste. Quelques heures plus tard, son nom serait effacé des registres, et son corps de la surface de la terre. Mais pourquoi la punition était-elle si cruelle? Pourquoi Rome préférait-elle tuer les siens pour protéger tous les autres? La réponse est cachée au cœur même de leur discipline. Et c'est précisément cela qui explique pourquoi ces hommes ont créé un empire qui a perduré pendant près de 5 siècles. Les historiens, y compris Polybe, décrivaient « Une sentinelle, reconnue coupable de s'être endormie en faction, subissait la peine capitale, souvent par lapidation, infligée par ses propres camarades. » Ce rituel s'appelait le fustuarium, la forme la plus ancienne de punition militaire qui existait déjà sous la République primitive. La loi était impitoyable. La faute du gardien était considérée comme une honte non seulement pour lui, mais aussi pour toute la cohorte. Celui qui montait la garde était appelé custos, le gardien. Entre ses mains reposait la vie de centaines d'hommes. Son sommeil pouvait signifier la mort de tous. Imaginez une silhouette, debout au milieu du vent et du froid, tenant une lance, les yeux injectés de sang, le corps tremblant de fatigue. Le camp romain la nuit, c'est comme un organisme où chaque nerf doit veiller. Un seul instant de faiblesse, et toute cette machine vivante s'écroule. Le camp des Romains, ou castra, était un exemple d'ordre parfait. Des rues droites, des tentes identiques, des itinéraires de patrouille stricts. Même la nuit, cet ordre vivait et respirait. Chaque heure, les rondes étaient relevées. Le son du corps, la buccina, déchirait le silence, annonçant une nouvelle relève. Si quelqu'un ne répondait pas au signal, l'alarme mettait instantanément tout le camp en état d'alerte. Polybe écrivait que s'endormir à son poste était considéré comme un crime contre l'armée, et donc contre la valeur romaine elle-même. Car la disciplina, la discipline, était plus sacrée que les dieux. Elle n'était pas violée même face à la mort. C'est elle qui permettait aux légions de vaincre, même lorsque l'ennemi les surpassait en nombre 10 fois. C'était le paradoxe. Les Romains créaient la grandeur par la peur. Chaque soldat savait que s'il faiblissait, il périrait non seulement de la main de l'ennemi, mais aussi de celle des siens. Mais c'est précisément cette peur qui transformait des individus dispersés en un mécanisme d'acier unifié. Et plus la punition était sévère, plus la foi en l'ordre devenait forte. Les fouilles de camps militaires en Germanie ont montré que même les campements temporaires présentaient des lignes de palissades régulières, des distances égales entre les feux de camp et des emplacements strictement délimités pour les sentinelles. Ces traces, telles les marques de l'esprit romain lui-même, froid, rationnel, mais impeccablement discipliné. Une telle organisation ne laissait aucune place à la faiblesse. Dans la Légion, il n'y avait pas d'erreur humaine, seulement un crime. Et c'est précisément pourquoi la punition de la sentinelle n'était pas simplement une exécution, mais un rituel de purification de l'armée. Le corps du traître était détruit, afin que la peur extirpe à jamais le sommeil des cœurs des autres. Mais d'où est né ce culte de la discipline, dans lequel le sommeil est devenu un crime? Pour comprendre pourquoi les Romains ont poussé l'obéissance jusqu'au fanatisme religieux, il faut revenir au moment où leur légion commençait tout juste à se transformer en une machine de guerre idéale. Lorsque Rome se relevait tout juste après les guerres samnites dévastatrices, son armée n'était pas encore cette machine idéale qu'elle deviendrait plus tard. Les soldats vivaient alors plus par la peur de l'ennemi que par le respect de l'ordre. Mais tout changea lorsque le pouvoir au sein de l'armée fut consolidé par les centurions, ces officiers austères se tenant entre les légionnaires ordinaires et le haut commandement. Leur armure ne brillait pas de polissage, mais du sang de ceux qui enfreignaient l'ordre. Ce sont eux qui transformèrent la discipline romaine en un culte, et la peur du sommeil en un symbole de trahison. Le centurion, ou centurio, commandait environ 80 guerriers. Sa baguette, la vitis, faite de sarments de vigne, n'était pas seulement un signe d'autorité. Il en frappait ses subordonnés s'ils remarquaient la moindre faiblesse, une formation irrégulière, une arme sale, un mot incorrect. Polybe écrivait que le centurion devait être dur comme le fer et impitoyable avant tout envers lui-même. Ce principe devint le fondement de la discipline romaine. Personne n'avait droit à la faiblesse. Les Romains appelaient la force intérieure virtus, la valeur. Mais la valeur, pour eux, ne signifiait pas la bravoure au combat. Elle signifiait la capacité à obéir à un ordre, même lorsque l'ordre, c'était la mort.
Un soldat qui s'endormait à son poste ne violait pas simplement une règle, il détruisait l'essence même de la virtus. C'est pourquoi la punition pour le sommeil n'était pas une vengeance, mais le rétablissement d'un ordre cosmique où le devoir prime sur la vie. Les camps militaires à l'époque de la République tardive ressemblaient à des fourmilières, où chaque seconde avait son importance. Les signaux donnés par le corps tuba régissaient tout, le lever, la formation, la relève de la garde. Les guerriers mangeaient, dormaient et respiraient au signal. Leur ration, environ 700 grammes de blé par jour, était distribuée précisément selon la liste. Toute la vie était réduite à un mécanisme, et ce mécanisme ne tolérait aucune défaillance. Selon diverses sources, la marche quotidienne d'une légion était de 20 à 25 km. Après cela, les guerriers devaient non pas se reposer, mais construire le camp, creuser un fossé, monter des tentes, renforcer la palissade. Les archéologues ont trouvé des traces de fossés de profondeur égale, environ 1,5 m, même sur les campements temporaires. Tout indiquait que les Romains avaient poussé l'ordre jusqu'à une précision mathématique. Quand le camp était prêt, la patrouille de nuit recevait un jeton spécial, la tessera, sur lequel était gravé le signe de la garde. La transmission du jeton lors du changement de garde était un rituel sacré. Elle signifiait le transfert de la responsabilité pour la vie de la Légion. Si le jeton était perdu, toute la garde était soumise à un interrogatoire, et les coupables pouvaient être exécutés sans procès. Le sommeil dans de telles conditions était presque un crime en soi. Les légionnaires savaient qu'un Romain ne dort pas, il veille pour Rome. Même la nuit, des torches éclairaient le périmètre du camp, et à leur lumière, on pouvait voir comment des centaines d'yeux surveillaient chaque mouvement. Les guerriers se tenaient jusqu'aux genoux dans la boue, sachant, si l'un d'eux faiblissait, les autres devraient verser leur sang. C'est à cette époque qu'apparaît une forme particulière de punition collective, la decimatio, l'exécution de chaque 10e homme. Quand une unité montrait de la lâcheté ou enfreignait la discipline, le centurion alignait les hommes et comptait jusqu'à 10. Chaque 10e condamné tirait une courte paille et savait, ses camarades le tueraient de leurs propres mains. Plutarque écrivait qu'après la décimatio, la peur était telle que les soldats se taisaient même en dormant. Mais cette horreur engendrait non seulement la soumission, mais aussi une foi fanatique. Un légionnaire ayant survécu à la décimatio ne connaissait plus jamais la peur de l'ennemi. Il comprenait que le pire ennemi était à l'intérieur du camp. Là où les siens tuent pour une erreur, l'ennemi perd tout pouvoir. Ainsi se forgeait la mentalité de soldats de fer, prêts à mourir non pour la gloire, mais pour l'ordre. Les historiens modernes, tels que Goldsworthy, notent « c'est la discipline, et non la technique, qui rendait les légions invincibles. Les Romains pouvaient perdre une bataille, mais ne perdaient jamais leur forme. Leurs armées restaient les mêmes, même après des défaites. Et quand un homme s'endormait, des centaines d'autres apprenaient à veiller encore plus intensément. Les découvertes archéologiques en Bretagne confirment. Dans les lieux d'anciens camps romains, on trouve des lignes régulières de foyers et des fragments identiques de cottes de mailles en fer, laissés selon les règlements. Même la mort avait sa place. Tout cela naissait non de la cruauté, mais de la conviction. Seul celui qui se contrôle entièrement est digne de gouverner le monde. Mais ce contrôle avait aussi un côté sombre. Car un jour, la peur du sommeil et des erreurs se transforma en peur de l'humanité elle-même. Et alors, la discipline cessa d'être une valeur, elle devint une arme. Quand la peur se transforme en habitude, elle cesse d'être de la peur, elle devient un système. À l'époque de Jules César, l'armée romaine vivait déjà selon ce système, où chaque erreur coûtait la vie et chaque service était une épreuve de loyauté. César écrivait que la ténacité des légionnaires ne repose pas sur la bravoure, mais sur l'ordre. Et c'est précisément alors que la punition pour le sommeil devint non pas un cas particulier, mais la pierre angulaire de toute la discipline romaine. Le camp avant la bataille ressemblait à une ville de toile et de bois. Des milliers de tentes se dressaient en rangées parfaites, chacune avec son fossé et sa rigole pour l'écoulement de l'eau. Les patrouilles surveillaient le périmètre, et des feux brûlaient aux entrées, des signaux que la vigilance ne dormait pas. Ces signaux étaient appelés vigiliae, les veilles nocturnes. Chaque nuit était divisée en 4 de ces relèves, chacune de 3 heures. Quand la relève se terminait, le son du corps retentissait et la légion vivait selon des horloges invisibles, mesurées à la minute près. Les légionnaires n'étaient pas de simples soldats, ils faisaient partie d'un mécanisme vivant. Chaque gardien savait, son absence serait remarquée instantanément. Le centurion vérifiait personnellement les patrouilles, parcourant le camp avec une torche. S'il trouvait quelqu'un endormi, celui-ci n'avait déjà plus le temps de se réveiller. La sentence était prononcée sur le champ. Des témoins racontaient que parfois l'exécution se déroulait en silence.
le corps était emporté derrière les fossés, pour ne pas déranger les autres. Mais plus souvent, de manière exemplaire, à l'aube. Ce rituel n'était pas seulement une punition, mais une démonstration de l'autorité de la loi. Lorsque toute la légion se rassemblait près du fossé, le condamné se tenait au centre, la tête baissée. Ses camarades prenaient des pierres ou des bâtons. Le commandant prononçait un seul mot, discipline. Et alors commençait le fustuarium. Les coups tombaient non par haine, mais par devoir. Après la mort, le corps était jeté hors du camp, privé du droit de sépulture. Dans la conscience romaine, cela signifiait effacer la personne de la mémoire. Les gens modernes appelleraient cela de la barbarie. Mais pour le romain, c'était tout le contraire. Dans ce rituel cruel, la foi en l'ordre se manifestait plus fortement qu'en les dieux. Car Rome triomphait précisément là où d'autres armées s'effondraient de fatigue. Leurs soldats ne pouvaient se permettre ni doute ni pitié. Ils vivaient dans un monde où le sommeil est un luxe et la vigilance une sainteté. Ceux qui effectuaient les gardes et revenaient vivants recevaient un petit signe, une planchette de bois avec un symbole d'aigle gravé. On l'appelait Symbolum Vigiliae, le signe de la vigilance. C'était presque une amulette. Les guerriers le gardaient dans leur sac avec leurs pièces et leurs effets personnels. Les archéologues ont trouvé de telles planchettes même dans des sépultures de vétérans. Il semble qu'ils croyaient qu'ils devaient veiller même après la mort. Quand la peur se transforme en habitude, elle cesse d'être de la peur. Elle devient un système. À l'époque de Jules César, l'armée romaine vivait déjà selon ce système, où chaque erreur coûtait la vie, et chaque service était une épreuve de loyauté. César écrivait que « la ténacité des légionnaires ne repose pas sur la bravoure, mais sur l'ordre ». Et c'est précisément alors que la punition pour le sommeil devint non pas un cas particulier, mais la pierre angulaire de toute la discipline romaine. Le camp avant la bataille ressemblait à une ville de toile et de bois. Des milliers de tentes se dressaient en rangées parfaites, chacune avec son fossé et sa rigole pour l'écoulement de l'eau. Les patrouilles surveillaient le périmètre, et des feux brûlaient aux entrées, des signaux que la vigilance ne dormait pas. Ces signaux étaient appelés vigiliae, les veilles nocturnes. Chaque nuit était divisée en 4 de ces relèves, chacune de 3 heures. Quand la relève se terminait, le son du corps retentissait, et la légion vivait selon des horloges invisibles, mesurées à la minute près. Les légionnaires n'étaient pas de simples soldats, ils faisaient partie d'un mécanisme vivant. Chaque gardien savait, son absence serait remarquée instantanément. Le centurion vérifiait personnellement les patrouilles, parcourant le camp avec une torche. S'il trouvait quelqu'un endormi, celui-ci n'avait déjà plus le temps de se réveiller. La sentence était prononcée sur le champ. Des témoins racontaient que parfois, l'exécution se déroulait en silence. Le corps était emporté derrière les fossés pour ne pas déranger les autres. Mais plus souvent, de manière exemplaire, à l'aube. Ce rituel n'était pas seulement une punition, mais une démonstration de l'autorité de la loi. Lorsque toute la légion se rassemblait près du fossé, le condamné se tenait au centre, la tête baissée. Ses camarades prenaient des pierres ou des bâtons. Le commandant prononçait un seul mot, discipline. Et alors commençait le fustuarium. Les coups tombaient non par haine, mais par devoir. Après la mort, le corps était jeté hors du camp, privé du droit de sépulture. Dans la conscience romaine, cela signifiait effacer la personne de la mémoire. Les gens modernes appelleraient cela de la barbarie. Mais pour le romain, c'était tout le contraire. Dans ce rituel cruel, la foi en l'ordre se manifestait plus fortement qu'en les dieux, car Rome triomphait précisément là où d'autres armées s'effondraient de fatigue. Leurs soldats ne pouvaient se permettre ni doute, ni pitié. Ils vivaient dans un monde où le sommeil est un luxe, et la vigilance une sainteté. Et pourtant il y avait ceux qui tentaient de défier cet ordre. Il y avait des soldats qui, épuisés par les marches et le froid glacial, fermaient tout de même les yeux, espérant la clémence. Mais Rome ne connaissait pas le mot clémence. Et alors l'histoire de la discipline romaine reçoit son chapitre le plus terrible, quand la fatigue d'un seul transformait une légion entière en tribunal. Les chroniqueurs romains n'aimaient pas écrire sur les exécutions internes. Elles jetaient des ombres trop sombres sur la gloire des légions. Mais ce sont précisément ces ombres qui montrent le mieux sur quoi reposait réellement la puissance romaine. Quand un soldat s'endormait, l'armée se transformait en tribunal et le camp en arène. Au 1er siècle avant notre ère, un cas similaire se produisit dans l'armée de Marcus Licinius Crassus, lors de sa campagne contre Spartacus. L'un des sentinelles s'endormit. À l'aube, Crassus ordonna de procéder à la décimatio, l'exécution de chaque 10e homme. Ainsi, pour la première fois après une longue interruption,
L'ancienne tradition de la punition collective, décrite par Polybe, fut ravivée. Et cela devint le symbole que la peur est le meilleur ciment pour une armée. Les soldats se tenaient en rang sous le vent froid, tremblant non pas de froid, mais d'attente. Crassus passa silencieusement le long des rangs et s'arrêta. Son regard s'attarda sur les 10 premiers. Il ordonna de tirer au sort. Les soldats tirèrent des pailles, et ceux qui eurent la courte savaient. Ils mourraient des mains de leurs camarades. Les autres obtenaient le droit de vivre, mais portaient à jamais la trace de cette nuit. Tacite écrivit qu'après la décimatio, les guerriers de Crassus préféraient la mort à la lâcheté. Ce rituel cruel avait un sens profond. Pour les Romains, l'armée n'était pas un simple rassemblement d'hommes, mais le corps de l'État. Et si un membre du corps était infecté par la faiblesse, il fallait l'amputer pour sauver le reste. Ainsi, dans l'esprit des Romains, la discipline se transforma en une sorte de religion, un culte invisible où l'ordre était Dieu, et l'homme devenait la victime. Les centurions qui infligeaient de telles punitions éprouvaient souvent une souffrance non moindre que ceux qu'ils exécutaient. Ils comprenaient qu'ils exécutaient non pas des criminels, mais les leurs, avec qui ils avaient partagé le même repas. Mais l'ordre primait sur les sentiments. Dans leur esprit agissait la loi de l'imperium, le pouvoir suprême conféré au commandant. Ce terme désignait non seulement le droit de commander, mais le droit de décider qui était digne de vivre pour Rome. Pour montrer la puissance de l'imperium, Crassus, après l'exécution, força les légionnaires à rester debout toute la nuit sans dormir. Ils devaient tenir leur lance à bout de bras jusqu'au lever du soleil. Ceux qui tombaient recevaient des coups de la vitis. Un soldat qui s'était alors endormi, selon Plutarque, mourut sur place, non de ses blessures, mais de peur. Ce sont de tels rituels qui firent des Romains un peuple pour qui le devoir était supérieur à l'instinct. Les historiens débattent pour savoir si cela était une manifestation de valeur ou de folie. Mais le fait demeure, de toutes les armées antiques, seule l'armée romaine pouvait rester des semaines sous la pluie avec une maigre ration et pourtant ne pas enfreindre un ordre. Leur force naissait dans le camp, et non au combat. Les découvertes archéologiques confirment la réalité de tels rituels. Dans la région de Capoue, une fosse commune datant de la révolte de Spartacus a été découverte. Des dizaines de corps aux os brisés, sans signe de blessure par arme. Les scientifiques pensent que cela pourrait être des victimes de la décimatio. Si tel est le cas, chacun d'eux est devenu une partie d'un rituel qui s'est littéralement imprégné dans la terre d'Italie. Après ce rituel, les troupes de Crassus n'ont plus désobéi une seule fois. Les déserteurs disparurent de leurs rangs, les plaintes disparurent. Ils se transformèrent en une force silencieuse, mue à la fois par la peur et la fierté. Par la peur de la loi interne et la fierté d'appartenir à ce qui est plus fort que tout homme, à l'Empire. Le terme désignant un tel système de soumission inconditionnelle était la disciplina romana, l'ordre romain. Il est devenu une légende que les armées de toutes les époques ont ensuite copiée. Même au Moyen-Âge, les commandants d'Europe citaient les Romains. « Il vaut mieux perdre 100 hommes endormis qu'un seul qui veille ». Cette phrase a survécu à Rome elle-même. Mais au sein même de l'Empire, avec le temps, les rituels de punition commencèrent à changer de forme. Après Auguste, au début de notre ère, les exécutions publiques devinrent rares. Elles furent remplacées par des châtiments corporels et des rétrogradations. Cependant, le souvenir de la décimatio et du fustuarium demeura. Les légionnaires savaient que la loi pouvait revivre à tout moment, si le commandant le jugeait nécessaire. Tacite écrivit que sous Tibère, lorsque plusieurs gardes s'endormirent pendant la faction sur le Rhin, le préfet du camp ne les tua pas immédiatement. Il leur ordonna de creuser des fossés et d'y rester debout, l'eau jusqu'aux genoux, toute la nuit. À l'aube, l'un d'eux mourut d'hypothermie. Les autres furent récompensés pour leur endurance. Ainsi, la discipline se transforma en une épreuve où la mort pouvait devenir une récompense. Mais le plus terrible était que les Romains croyaient que sans cela, c'était impossible. Car c'est précisément la peur du sommeil, la peur de l'erreur, la peur de soi-même qui fit d'eux les maîtres du monde. Et quand la discipline devenait du fanatisme, elle ne détruisait pas l'Empire, mais le maintenait temporairement à flot. Jusqu'à ce qu'un homme ose demander « Qu'est-ce qui est le plus important, l'ordre ou la vie ?» Au tournant des 1er et 2e siècles de notre ère, Rome était déjà submergée par le faste et le pouvoir. Mais l'armée restait la même machine de fer. Aux frontières lointaines de l'Empire, en Bretagne, en Syrie, sur le Rhin, les légionnaires continuaient de monter la garde sous la pluie, la neige et le soleil brûlant. L'Empire grandissait, et avec lui grandissait la peur de relâcher la discipline. Les gardes étaient désormais assurées non seulement par des soldats, mais aussi par des vétérans, spécialement laissés dans les camps comme exemple pour les jeunes. Leur corps était lacéré de cicatures,
et leurs yeux ressemblaient à de l'acier. Ils savaient, même des décennies après le service, dormir à son poste ne serait pas pour eux un repos, mais une honte. À cette époque apparaît une nouvelle strate de commandants, les préfets de camp. Le préfet, ou praefectus castrorum, était responsable de l'ordre, de l'approvisionnement et de la discipline. C'était un homme qui pouvait remplacer le centurion, et même le légat en cas de leur mort. Il veillait à tout, de la profondeur des fossés au nombre de torches au poste de nuit. Pour lui, le sommeil d'un soldat n'était pas une faiblesse, mais une menace d'ordre stratégique. L'un de ces préfets est mentionné dans une inscription trouvée en Bretagne. Vigilias servavit sine culpa. Il a monté la garde sans faute. C'était un éloge gravé dans la pierre, mais on y entendait l'écho de la peur. Parce que sans faute, à Rome, signifiait sans mort. Les gardes de nuit assuraient désormais leur service selon un horaire spécial. Pendant les 4 vigiliae, 4 relèves de 3 heures, les gardes devaient émettre des signaux toutes les 15 minutes. Pour cela, on utilisait des clochettes de bronze et des torches de signalisation. Les archéologues ont trouvé des vestiges de ces clochettes dans un camp près de Noviomagus, aujourd'hui la ville de Chichester. Elles sonnaient toute la nuit, afin que le sommeil ne s'empare pas des gardes. Les soldats surpris en état de somnolence n'étaient plus toujours laissés pour morts. Parfois, ils étaient pardonnés, afin d'être punis plus lentement. On leur infligeait une rétrogradation, gradus minoratio. Cela signifiait une perte de statut, de ration, de respect. Une telle personne devenait un paria. Elle pouvait être exclue du repas commun, on ne lui parlait plus. Pour un Romain, c'était pire que la mort. Comme l'écrivait Tacite, « La honte du vivant tue plus sûrement que l'épée ». Progressivement, le système de punition devint plus sophistiqué. Au lieu de la lapidation, on pouvait appliquer la contumelia, l'humiliation publique. Le soldat était conduit sur la place d'armes. On lui retirait son armure et on le forçait à se tenir devant la troupe, tandis que ses camarades se moquaient de lui. Après cela, on lui donnait une épée en bois, le rudis, symbole de honte. Cette épée était le signe du vétéran gladiateur qui avait terminé son service, mais pour le légionnaire, elle signifiait le contraire, l'expulsion du monde des guerriers. Mais même avec ces changements, l'esprit de l'ancienne discipline ne disparut pas. Dans chaque cohorte, les légendes des temps anciens, où les dormeurs étaient tués sur le champ, étaient conservées. Ces histoires étaient racontées aux novices autour des feux de camp. Elles servaient non seulement d'avertissement, elles formaient le caractère. Car Rome savait, l'armée ne repose pas sur la force, mais sur la peur de perdre son honneur. Les Romains disaient « mieux vaut mourir de fatigue que de honte ». Cette phrase était attribuée à Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui lui-même avait souvent monté la garde de nuit lors des campagnes germaniques. Il considérait que le sommeil à son poste n'était pas une faiblesse physique, mais une trahison de l'esprit. Et si un homme ne peut vaincre le sommeil, il ne pourra se vaincre lui-même. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que celui qui dort à la garde dort aussi dans son âme. Ces mots devinrent une loi morale pour les légions. Dès lors, la garde cessa d'être une simple obligation. Elle devint une épreuve de l'âme. Même les guerriers les plus fatigués tentaient de veiller jusqu'au bout, se frottant les yeux avec du sable, pressant le métal froid du casque contre leur visage pour ne pas s'endormir. Les historiens ont trouvé dans les camps romains de petits amulettes en forme d'œil ouvert, l'oculus vigilans. Ils étaient portés en pendentif sous la tunique et étaient considérés comme une protection contre le sommeil. Peut-être certains soldats croyaient-ils que si la déesse Nuit voyait ce symbole, elle les épargnerait. Mais derrière tout ce système, il n'y avait pas seulement le désir de survivre. Il y avait l'idée que l'homme n'était rien devant Rome. Et si un guerrier n'était pas capable de veiller, alors l'Empire lui-même devait veiller. Cela transformait la discipline en philosophie. Ne pas sentir, ne pas plaindre, ne pas dormir, c'est être une partie de l'éternel. Et pourtant, au fil des siècles, une fissure apparut dans ce système impeccable. Plus les légions s'éloignaient de Rome, plus la peur intérieure s'affaiblissait. De plus en plus souvent, les préfets et les centurions devaient non pas punir, mais persuader. L'Empire commença à perdre ce qu'il avait rendu invincible, la foi en sa propre vigilance incessante. Et un jour, cette perte se transforma en une catastrophe que même la discipline la plus stricte ne put sauver. Cela se produisit à la fin du IVe siècle de notre ère. L'Empire, autrefois redoutable et inflexible, était fatigué. Les légions sur le Rhin montaient la garde, non plus pour la gloire, mais pour une solde, retardée de plusieurs mois. Les nuits devinrent plus longues, les feux plus faibles. Lorsque, en 376, les Goths traversèrent le Danube,
l'une des patrouilles frontalières s'endormait. Un seul sommeil, et des milliers de barbares déferlèrent sur le sol romain. Les chroniqueurs écrivirent « L'Empire tomba non par l'épée, mais par la somnolence ». Ainsi s'accomplit l'ancienne malédiction de la discipline romaine. Elle vivait de la peur, et quand la peur disparut, Rome disparut aussi. Les archéologues ont trouvé les restes calcimés d'un camp près d'Andrinople, le fossé inachevé, la palissade incomplète. Les gens étaient allés dormir sans terminer leur travail. Au matin, leur camp était anéanti. Lorsque les historiens analysent la chute de Rome, ils parlent de crise économique, de politique, de barbares. Mais au fond de tout, la perte de la disciplina. Les Romains ne craignaient plus le sommeil. Ils s'autositèrent à être humains, et en cela peut-être résidait leur dernière victoire humaine. Et pourtant, l'héritage de cette foi austère perdure. Les armées modernes répètent encore les principes romains. Garde, règlement, serment, vigilance à tout prix. Sur les ruines de l'Empire est restée l'idée. La faiblesse d'un seul peut détruire le tout. Alors, qu'était cette ancienne peur du sommeil? Folie ou génie? Peut-être les Romains savaient-ils ce que nous avons oublié, que l'ordre ne repose pas sur la force, mais sur la volonté de veiller quand les autres dorment. Et maintenant, chacun de nous peut se demander, combien d'heures aurais-je pu rester à mon poste si un monde entier dépendait de ma vigilance?